Depuis le départ de D'Eterville, les lettres se font de plus en plus critiques, de plus en plus féroces. L'esprit de Zilia gagne en autonomie et ses jugements s'affirment. Après s'en être pris au pouvoir monarchique, dont elle a attaqué la reproduction des inégalités qu'elle opère, son regard se tourne vers la religion, qui prend en l'occurrence la figure d'un religieux. La première rencontre s'était plutôt bien déroulée. Cependant, Zilia n'avait pas pu s'empêcher de pointer plusieurs contradictions colportées par cette institution. Elle s'étonnait notamment de la sévérité de certains dogmes et du laxisme qui présidait à leur application. Cette hypocrisie, elle la retrouve dans toute la société française qui, selon elle, ne donne en spectacle qu'un petit jeu d'apparence. Le religieux l'avait dissuadée de retourner chez elle, dans l'Empire Inca, lui faisant comprendre qu'elle se devait, au moins, d'attendre le retour de D'Eterville, auprès de qui elle a désormais quelques obligations. Le brave homme avait fini par lui faire un exposé sur la colonisation, lui expliquant comment le hasard avait conduit les Espagnols jusqu'à son malheureux empire. Cet éclairage a eu pour effet de soulager Zilia, lui permettant enfin de comprendre l'origine de ses peines. La deuxième rencontre, qui se joue dans la lettre 22, s'avère beaucoup moins apaisée. Entre vérité cachée et condamnation morale, entre Zilia et le religieux, tout se brouille. J'avais compté, mon cher Asa, me faire un ami du savant Cusipata, mais une seconde visite qu'il m'a faite a détruit la bonne opinion que j'avais prise de lui dans la première. Nous sommes déjà brouillés. Si d'abord il m'avait paru doux et sincère, cette fois je n'ai trouvé que de la rudesse et de la fausseté dans tout ce qu'il m'a dit. L'esprit tranquille sur les intérêts de ma tendresse, je voulus satisfaire ma curiosité sur les hommes merveilleux qui font des livres. Je commençai par m'informer du rang qu'ils tiennent dans le monde, de la vénération que l'on a pour eux, enfin des honneurs ou des triomphes qu'on leur décerne pour tant de bienfaits qu'ils répandent dans la société. Je ne sais ce que le Cusipata trouva de plaisant dans mes questions, mais il sourit à chacune et n'y répondit que par des discours si peu mesurés qu'il me fut pas difficile de voir qu'il me trompait. En effet, dois-je croire que des gens qui connaissent et qui peignent si bien les subtiles délicatesses de la vertu n'en aient pas plus dans le cœur que le commun des hommes et quelquefois moins ? Croirais-je que l'intérêt soit le guide d'un travail plus humain et que tant de peines ne sont récompensées que par des railleries ou par de l'argent ? Pouvais-je me persuader que chez une nation si fastueuse, des hommes sans contredit au-dessus des autres par les lumières de leur esprit fussent réduits à la triste nécessité de vendre leurs pensées comme le peuple vend pour vivre les plus viles productions de la terre ? La fausseté, mon cher Asa, ne me déplaît guère moins sous le masque transparent de la plaisanterie que sous le voile épais de la séduction. Celle du religieux m'indigna et je ne daignai pas y répondre. Ne pouvant me satisfaire à cet égard, je remis la conversation sur le projet de mon voyage, mais au lieu de m'en détourner avec la même douceur que la première fois, il m'opposa des raisonnements si forts et si convaincants que je ne trouvai que ma tendresse pour toi qui dut le combattre. Je ne balançai pas à lui en faire l'aveu. D'abord, il prit une mine gaie, et paraissant douter de la vérité de mes paroles, il me répondit que, par des railleries qui, tout insipides qu'elles étaient, ne laissèrent pas de m'offenser. Je m'efforçai de le convaincre de la vérité, mais à mesure que les expressions de mon cœur en prouvaient les sentiments, son visage et ses paroles devinrent sévères. Il osa me dire que mon amour pour toi était incompatible avec la vertu, qu'il fallait renoncer à l'une ou à l'autre, enfin que je ne pouvais t'aimer sans crime. Ah, ces paroles insensées, la plus vive colère s'empara de mon âme. J'oubliai la modération que je m'étais prescrite, je l'accablai de reproches, je lui appris ce que je pensais de la fausseté de ses paroles, je lui protestai 1000 fois de t'aimer toujours, et, sans attendre ses excuses, je le quittai et je courus m'enfermer dans ma chambre, où j'étais sûr qu'il ne pourrait peu me suivre. Oh, mon cher Ada, tu as la raison de ce pays est bizarre. Toujours en contradiction avec elle, je ne sais comment on pourrait obéir à quelques-uns de ses préceptes, sans en choquer une infinité d'autres. Il n'aura fallu que 2 rencontres pour que déjà Zilia se brouille avec le religieux. Les apparences douces et sincères de ce dernier n'étaient en fait qu'une illusion, et voilà que son vrai visage, rude et faux, est mis à jour. 2 sujets amènent la jeune péruvienne à cet accablant portrait. Chacun permettant à Madame de Graffigny de régler ses comptes avec une institution qu'elle critique.
En cela, elle appartient bien à son époque, car, rappelons-le, les Lumières ont mis une grande part de leur intelligence à fustiger les déviances d'une Église de moins en moins humaine et de plus en plus intolérante. Sans être non plus athée, Madame de Graffigny se montre sceptique quant à la conception d'une foi unique et absolue. Là encore, elle s'avère assez proche de Rousseau, en voulant davantage croire à une religion naturelle. Mais revenons concrètement au contenu de cette lettre, et voyons les 2 points de désaccord et de critique qu'elle soulève. D'abord, le litige provient de la critique que le religieux fait des auteurs de livres. Alors que Zilia les admire, car ils savent peindre avec subtilité et délicatesse la vertu, ainsi que les profondeurs de l'âme, le religieux, lui, cherche à la tromper, ou plutôt à la détromper. Les écrivains ne sont pas les surhommes qu'elle imagine, et ils ne sont en fait que poussés à l'écriture pour satisfaire 2 instincts, celui de gain et celui de la reconnaissance. L'argent et l'orgueil seraient d'après lui leur seule motivation. Zilia ne supporte pas le ton moqueur et la fausseté du religieux qui s'avère l'antagoniste du savoir. Madame de Graffigny déplore donc que la religion, dans son dogmatisme, s'oppose à la diffusion des Lumières et de la raison. On verra que la 2e critique porte, quant à elle, non pas sur le savoir, mais sur la morale. Donc le 2e motif de la brouille est plus personnel. Le religieux condamne moralement sa relation avec Asa. En effet, ils sont cousins, or, aux yeux de la religion catholique, cette union est contre nature. Elle relève de l'inceste. Les moqueries du religieux offensent Zilia qui aime sincèrement son fiancé. Elle, qui est du côté de la nature, se voit méprisée et condamnée par cet homme qui, peu au fait de la relativité des cultures et donc, pour le coup, intolérant, ose lui dire que son amour est incompatible avec la vertu, que c'est un crime et qu'il faut qu'elle y renonce. Zilia se met en colère, considérant ces rigides principes comme des paroles insensées. Son honnêteté s'exprime dans sa colère, mais sans doute eût-elle aussi mieux fait d'écouter cette mise en garde pour ne pas se trouver dans la passe amoureuse qui l'attend. Trop sûre de sa raison et de sa passion, Zilia s'aveugle. Il est vrai que la raison de ce pays est bizarre, comme elle dit. Elle n'a pas tort d'en pointer les contradictions. Mais qu'en est-il d'elle-même ? N'est-elle pas aussi bizarre ? Ne se contredit-il pas ? Le génie de Madame de Graffigny réside dans la nuance de sa critique, car au fond, aucun des 2 camps n'a plus raison que l'autre, et c'est au lecteur qu'il revient de se faire sa propre idée.